Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel. Chaque mois, des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique, la crise économique, la crise climatique, la crise sociale et tout ce qui remet en cause nos modèles de société. Point de départ, la vie de tous les jours. Et des paroles savantes, des histoires individuelles, des expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions. Épisode 6, première partie, comment la parentalité intensive nous bouffe la vie. Cette fois passé, on y va. Bon, je laisse tourner, c'est pour... Ils vont peut-être bouger une semaine. Allez, go! Quand je reçois un texto qui annonce la naissance d'un premier bébé, je sais jamais trop quoi écrire aux jeunes parents. Bon, bah, toutes, hein! Spontanément, ce qui me vient tout de suite, c'est « Bon courage, mes pauvres, vous savez pas ce qui vous attend ». Sauf que ça se fait pas. Alors je tape juste un truc gentil sur le prénom, avec plein d'émojis en cœur, mais ça m'énerve d'entretenir comme ça le grand mensonge général qui nous vend la parentalité comme une aventure magique, censée nous rendre heureux et point barre. Alors que quand je réécoute les enregistrements accumulés au fil des années avec mes 2 enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certes, 10, des petits moments sympas, il y en a plein. 14, 49, 15. Par exemple ça, ou ça. C'est la lune, ça ne fait pas peur, mais... Oh là là, cette chanson, elle est trop bien. Mais il y a aussi beaucoup de trucs comme ça. Ramasse ça, Pauline. On ne grogne pas sur papa. On répète pas. Ni sur papa, ni sur personne, d'ailleurs. Pas très glorieux, voire carrément trash. C'est toi qui t'énerves pour rien. Je veux que tu écrives proprement. Je te donne pas la main parce qu'il n'y a pas la place. Voilà. Mais c'est pas ça l'écrit, là. C'est un de 7. Non, je te laisse pas écrire. Ça va bientôt faire 11 ans que ça dure. Alors il n'y a pas de quoi appeler la DAS non plus. Mes enfants ont grandi avec un toit sur la tête, une histoire le soir, des câlins, des vacances à la mer l'été. Mais justement, ce qui m'interroge, c'est que même dans ces conditions privilégiées, je n'ai pas réussi à devenir le parent que je voulais être. Ou plutôt que la société m'a donné envie d'être. Tu montes. Tu veux pas être puni toute la journée, tu montes. 1, 2, 3. Évidemment, cette question, elle ne se pose pas du tout de la même manière pour les mères et pour les pères. Je suis bien placée pour le savoir. Mais les inégalités de genre au sein du couple parental hétérosexuel, il y a déjà des podcasts définitifs qui en parlent très bien. Et moi, dans cet épisode, ce que je voudrais questionner, c'est le mode de parentalité auquel j'aspire. Décortiquer ce qui se cache derrière l'idéal du parent hyper investi, censé shampouiner de la lotion anti-poux dans le calme et la bienveillance. Ce que ça réclame vraiment, au fond, de chacun de nous et de la société tout entière aussi. D'où me viennent ces modèles éducatifs? De quels bouleversements historiques? Quels groupes sociaux les diffusent? Et pourquoi ils ne m'ont pas fait tant de bien que ça? À moi, à mon conjoint, ni d'ailleurs même à mes enfants, si ça se trouve. Alors, c'est touffu comme sujet, je ne vais pas tout débroussailler en 35 minutes. Mais déjà, dans un premier temps, j'ai interrogé un sociologue, une historienne, une psychologue, évidemment, quelques parents plus ou moins épuisés aussi, et j'ai glané 2 ou 3 notions éclairantes. Ça résout pas tous les malentendus, loin de là, mais ça révèle l'hypocrisie du modèle que l'on s'impose collectivement. Et donc, ça peut nous aider à repolitiser la charge parentale. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel, réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio. La première chose que j'ai cherché à comprendre, c'est la fatigue.
Parce que personne ne vous avertit clairement du niveau d'épuisement que l'on risque d'atteindre avec l'arrivée des enfants. Ou c'est peut-être qu'on ne veut pas l'entendre. Mais en tout cas, c'est un syndrome massif des familles contemporaines occidentales. Ça s'appelle le burn-out parental. Oui, ça fait vilain concept à la mode, dégainé à toutes les sauces, un peu comme pervers narcissique. Mais la psychologue clinicienne Isabelle Roskam, qui travaille à l'université de Louvain en Belgique, a dirigé un consortium de recherche internationale qui rassemble aujourd'hui 40 pays. Et en plus, elle en a eu 5 des enfants. Donc je me suis dit qu'on pouvait lui faire confiance pour en parler un peu concrètement. To burn out en anglais, c'est l'image de la bougie qui, après avoir brûlé pendant de longues heures, en fait, s'éteint et se consume, qui finit par se mettre à fumer et disparaître. Et c'est l'image en fait qu'avaient choisi des gens comme Freudenberger, qui était en fait un psychiatre américain qui avait un centre pour des personnes toxicomanes, et il travaillait avec des bénévoles. Et il a observé auprès de ces bénévoles qui étaient en fait des gens hyper investis. Parce qu'ils s'occupaient de gens en détresse gratuitement. Et à un moment donné, ces gens s'épuisaient et étaient comme ces bougies qui, après avoir brûlé de longues heures, en fait, finissaient par s'éteindre. Et donc, il va utiliser ce terme en fait pour désigner l'état qu'il constate chez ces bénévoles. Et donc, il va dire, en fait, le burn-out, c'est la maladie du battant qui, à trop vouloir en faire, à un moment donné, s'épuise et s'effondre. Et puis, ça va être récupéré par Christina Maslach, qui, elle, va vraiment y consacrer sa thèse dans les années 70. Et elle va plutôt travailler, elle, avec des soignants, donc des infirmières, des sages-femmes, etc. Elle va reprendre ce terme et elle va dire, c'est la maladie de ceux qui prennent soin. Et alors, c'est intéressant parce que finalement, les parents, c'est des gens hyper investis et qui prennent soin. Et donc, ils ont certainement ces deux caractéristiques qui font que le burn-out, ça n'arrive pas que dans le domaine du travail. Ça peut arriver dans un contexte comme celui de la parentalité, où, de fait, il y a cette notion où on se surinvestit, on se donne beaucoup de soi. Donc, dès les années 80, en fait, il y a 2 chercheurs américains. C'est intéressant parce que c'est 2 hommes qui vont écrire un ouvrage en disant qu'en fait, on pourrait observer la même chose dans le domaine de la famille. Et à un moment donné, on s'éteint parce qu'on est allé au bout en fait de ses ressources et qu'il y a trop de stress et à un moment donné, pas suffisamment de ressources pour y faire face. Le matin, quand on entend « maman », et qu'il faut se lever, alors déjà c'est dur parce qu'on a mal partout, parce que la veille il s'est couché trop tard et qu'on devait encore travailler le soir potentiellement, ou ce genre de choses. Ouais, c'est dur. J'ai rencontré Émilie sur Internet. Elle a eu un fils, un seul, adorable, et vraiment très doué pour régulièrement la pousser à bout. Je ne sais pas si elle relève cliniquement du burn-out, mais ce qu'elle raconte y ressemble beaucoup. Le rituel du soir était compliqué. Se coucher, c'était pas possible, ça prenait des heures. Passer à table, c'était insupportable. À partir du moment où on peut plus contraindre un enfant à être dans une chaise haute, par exemple. Il va falloir lutter parce qu'il voudra pas mettre tels habits, ou mince, j'aurais dû préparer les habits la veille, c'est ce qu'on lit partout, c'est ce que tout le monde me dit, j'aurais dû me mettre d'accord avec lui sur les fringues qu'il veut porter. Ouais, on se noie un peu, on a des palpitations, quoi, en sachant que tout va être une bataille, tout. Les symptômes, alors dans le domaine du travail, on va décrire en fait un épuisement qui est à la fois physique et émotionnel. Et ça, c'est un symptôme qu'on va tout à fait retrouver dans le domaine parental. Donc les parents vont aussi dire que voilà, le week-end par exemple, ou les vacances, quand ils savent qu'ils vont devoir passer 24 heures sur 24 avec les enfants, les occuper, etc., il y a une vraie angoisse à se lever le matin, voire une vraie impossibilité. Et donc l'impression d'avoir zéro énergie en fait pour entreprendre la journée qui s'annonce ou le moment à passer intensément en fait avec les enfants, comme c'est le cas dans le domaine du travail. Mais par contre, les gens qui sont en burn-out parental, ils ont l'énergie pour aller travailler et l'inverse est vrai aussi. Donc les gens en burn-out professionnel vont dire que la famille c'est leur havre de paix. Et les gens qui sont en burn-out parental vont dire qu'ils prennent l'habitude de rester plus longtemps au travail et ils espèrent que les enfants sont couchés quand ils rentrent. Et donc ici, les gens éprouvent ces symptômes dans un contexte particulier. Donc le burn-out, qu'il soit professionnel ou parental, c'est un trouble qu'on dit qui est contextualisé.
Moi, ça m'arrivait d'avoir des moments terribles avant même de savoir que j'allais être confrontée vraisemblablement à une frustration ou à une crise, de repousser le moment et donc d'être dans des espèces de limbes comme ça, ou de préparation psychologique à outrance, où on peut avoir des moments de grand désespoir et de redouter tous les moments du quotidien. Par exemple, de le retrouver après une semaine de vacances chez ses grands-parents, où je redoutais de le retrouver le soir parce que je savais que ça allait être très difficile. Et que cette crainte de ces moments-là, de la gestion des moments de frustration, parce que ça devient que ça devient que de l'intendance, ça peut gâcher la parentalité, ça peut gâcher les moments de retrouvailles avec son enfant. C'est ça qu'on nous dit pas. On nous dit pas, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Il y a des jours, vous allez plus en pouvoir, et c'est pas grave, c'est normal. Je suis pas exactement d'accord avec Émilie. On le dit que parfois on n'en peut plus. Mais c'est des confidences qu'on va plutôt se faire entre parents. À une époque même, moi je ne parlais plus que de ça. Dès que je rencontrais un compagnon de galère qui avait des enfants de moins de 7 ans, je lançais un groupe de parole. À la cantine, en soirée, un peu bourré, pour vider mon sac. Essayer de rire de ce qui m'avait fait chialer le matin même. Mais au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas un piège aussi. Parce que ça cantonne le sujet à la sphère intime. Or, ce qui nous manque, je trouve, c'est plus des gens qui travaillent sur ces souffrances individuelles, qui les analysent avec les outils de leur discipline, pour qu'elles deviennent une question collective. Par exemple, en termes cliniques, comme Isabelle Roskam, avec une grille rigoureuse de symptômes. Alors un deuxième symptôme dans le domaine du travail, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation ou le cynisme. Par exemple, les infirmières, elles en viennent en fait à prendre les personnes avec qui elles travaillent, donc les patients, mais aussi les collègues, comme des objets. Parce qu'au lieu, par exemple, de parler de Madame Durand, ils vont parler du sein de la chambre 32. Quand vous êtes en burn-out, en fait, cette capacité d'empathie et de vous mettre à la place d'autrui, etc., ça, c'est quelque chose que vous allez perdre. Ce qui, dans des métiers de soins, évidemment, va poser beaucoup de problèmes. Et dans le domaine parental, en fait, on montre que les parents n'en viennent pas à prendre leurs enfants pour des objets quand même, mais on a ce qu'on appelle la distanciation émotionnelle. Et donc, ce sont des parents qui vont faire le strict minimum. Donc, ils disent qu'ils fonctionnent en pilotage automatique, ils vont donner à manger, vont conduire à l'école, ils vont mettre les enfants au lit. Et donc, tout ce qui touche à être connecté aux émotions de l'enfant, être attentif à l'enfant, à ce qu'il vit, à ses difficultés, etc., ça, c'est plus possible. Et donc, ça donne un peu comme une espèce de parentalité froide, où on fait juste ce qu'il faut, mais il n'y a plus ces moments où on va être connecté en fait, émotionnellement à l'enfant. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui dans le quotidien, va poser des difficultés. On pourrait passer à côté d'un enfant qui est en souffrance, on peut passer à côté d'une maladie, on peut en devenir négligent, par exemple. Voilà. Ah merci bien, ce temps qu'il fait, ça va Gloria? Non, je pourrais pas te porter, il faut vite qu'on se dépêche. Allez, non, on se laisse pas abattre et puis on va aller chez le docteur. On va parler d'inefficacité et les personnes se rendent compte qu'elles ne font plus bien leur travail et donc ça vient toucher à ça. Dans le domaine de la parentalité, c'est pas tellement qu'on devient inefficace parce que les gens savent toujours comment il faut faire à manger aux enfants et comment il faut réagir au quotidien, surtout pour les tâches automatiques. Mais par contre, on va parler d'une perte de plaisir et d'épanouissement. Maman, tu peux faire ma gueule? Non, Gloria, tu commences pas à demander tout et son contraire. Je t'ai dit non. Non, c'est fini. Je vais te punir dans la chambre. Je suis en train d'appeler le docteur pour Pauline. Et donc, la parentalité devient un fardeau. Et donc, les gens, ils disent, mais je suis saturée, en fait. Si je pouvais, je ferais autre chose. Non. 45, 40, 38, 34. C'est ça que j'ai fait? Tu la poses. Tu le poses tout de suite. Tu arrêtes. Donc, il n'y a plus de plaisir à échanger des moments avec les enfants. Donc, tout devient un fardeau. Faire un jeu avec eux, leur raconter une histoire. Enfin, voilà, les moments de plaisir partagés sont plus là. Et alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que tous ces symptômes font contraste avec comment le parent était avant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourrait pas utiliser le burn-out parental pour caractériser des parents qui n'ont jamais été investis avec leurs enfants. Donc, des parents qui sont négligents depuis des années, on ne va pas dire qu'ils sont en burn-out parental. Bon, ça va, mais pourquoi t'es toujours de mauvais poil, toi, comme ça? Au contraire,
Justement, les gens qui tombent en burn-out sont des gens qui n'en ont pas rien à faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de contraste. C'est qu'il y a un avant et un après. La personne est très différente du modèle parental qu'elle donnait avant, en fait. Oh, elle me saoule, l'autre. Qu'est-ce qu'elle m'énerve. Gloria, tu veux aller au coin? Ça va pas recommencer comme hier, hein? Tu la demandes pas comme ça. Tu arrêtes de pleurer. Voilà, c'est tout à fait ce que je ressens là, en écoutant cet enregistrement d'il y a 5 ans. Je me fais peur à moi-même. J'ai honte d'avoir été dans cet état. À 1000 lieues des manuels d'éducation positive, qui étaient pourtant rangés sur mes étagères en plusieurs exemplaires. Comment on demande quelque chose? Sans pleurer. En fait, je crois que moi aussi, j'ai bien dû en faire un de burn-out parental. Et alors, vous me direz, c'est bien gentil d'avoir un diagnostic, un terme technique en anglais. Mais qu'est-ce que ça change au fond? Peut-être que vous vous dites aussi qu'au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je ferais mieux de me demander pourquoi je me retrouvais ce jour-là toute seule, sous la pluie, à 16h30, avec 2 petites filles de 4 et 6 ans, dont une était visiblement malade. Que le problème, c'est moins le burn-out que le partage des tâches entre conjoints. Et je suis d'accord que parler de burn-out parental, et même de parentalité tout court d'ailleurs, c'est un peu hypocrite. Comme si la fatigue était la même pour les pères et pour les mères. Mais ça fait des années que je travaille là-dessus tous les jours avec le père de mes enfants, pour qu'on s'investisse à égalité et qu'on se la répartisse équitablement, cette fatigue parentale. En revanche, il y a une chose que je n'ai jamais pensé à remettre en question, c'est le modèle même du parent hyper investi. Pour moi, ça va de soi. Un bon parent, père ou mère, c'est un parent au taquet sur tout. Et forcément, être au taquet, ça épuise. Je pense que ça n'arrive pas que quand on est ultra fort, méga investi. Parce que dans notre contexte, les parents sont d'emblée très investis. Et donc, ça pend au nez de beaucoup de gens. Autant dans le travail, il y a plein de gens qui font un boulot alimentaire et ça leur convient très bien. Dans le domaine de la parentalité, notre culture ne vous laisse pas vraiment le choix de faire votre boulot à minima. On n'est plus dans l'idée de se dire que c'est très bien d'être un parent suffisamment bon. La culture de la parentalité fait en sorte que c'est la réalité de beaucoup de gens de vouloir en faire beaucoup. Et certaines personnes, peut-être en écoutant, vont se dire « mais moi, j'en fais pas trop ». Sauf que les parents font beaucoup de bases par défaut. Il ne faut pas être ultra méga investi, faire partie de la frange des X% qui en font vraiment de trop. Mais beaucoup de parents, même parfois sans en être complètement conscients, ont des préoccupations à l'égard de leurs enfants H24 en fait. Et donc se sacrifient pour que les enfants aient 3 activités extrascolaires, aillent dans la meilleure école quitte à faire des trajets de fou, aient un confort de vie incroyable. Et donc on se démerde pour... C'est pas une petite frange de la population qui en fait vraiment des caisses. C'est la réalité de la majorité de parents. Parce que la culture nous amène à faire ça. Ah non, mais j'ai fait de la Nutella maison. Et ça, c'est pourquoi? Il faut de l'amande, hein, maman. De l'amande de quoi? De la noisette. Oui, non, mais c'est un Nutella un peu basique, quoi. T'avais du sucre? Il n'y a pas besoin de sucre. Ah si, toi, tu sais comme j'ai couru. Ça va être bon, non? Regarde, je suis assez fière de moi. Mais du lait, j'en prendrai pas. Oh, vas-y. Mais désolée, maman, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'était évident, mais en fait, je le percute seulement maintenant. Si on se prend la tête comme ça, c'est pas qu'on l'a décidé de notre plein gré. C'est que c'est une construction culturelle, une norme en fait, dans laquelle on baigne et à laquelle on obéit sans tellement réfléchir. Le sociologue Claude Martin, qui est spécialiste des politiques familiales, m'a expliqué que ça s'appelle la parentalité intensive. La parentalité intensive, c'est au fond quelque chose qui dit
il n'est pas possible du tout comme parent de ne pas investir dans ce rôle parental. On doit vraiment y mettre le meilleur de soi-même. Autant au début du XXe, le grand défi, c'était de lutter contre la mortalité infantile. C'est une question de quantité d'enfants. Ça fait déjà un bon moment qu'on est dans la question de la qualité de l'enfant. La qualité de l'enfant, c'est une charge collective, partagée, et où les parents jouent un rôle de plus en plus fort. Quelque chose s'est passé, vraiment une sorte de changement de logiciel pratiquement, le jour où on a estimé que ce qui véritablement forgeait l'avenir et le destin d'un enfant était centralement le résultat des conduites des parents. C'est l'idée que tous les problèmes collectifs et sociaux auxquels on a à faire face des sociétés développées sont en réalité sourcés par ces comportements parentaux. Quand tu gommes, il faut qu'avec ton autre main, tu tiennes la feuille. Non, voilà. Pas facile quand on est gauchère. Elle te fait des trucs spéciaux pour les gauchères, la maîtresse, ou pas ? Non. T'es toute seule à être gauchère dans la classe ? Non. Il y a qui est gaucher ? Il y a Amadou. Amadou, il est gaucher aussi ? Oui. Et alors ? Il a du mal à écrire ou ça va ? Ça, je te dis pas. Voilà. Voilà. Bah oui. Ouais, il est un petit peu biscornuton, hein, mais bon, on va dire que ça va. Alors ça, tu reconnais ce que c'est ? J'aimerais que tu arrêtes de gigoter sur cette chaise. Si vous ne faites pas correctement le boulot, vous allez, dans 20 ans, nous avoir fabriqué des adultes qui ne sont pas sur les rails. Et donc, vous avez une culpabilité. C'est plus qu'une responsabilité, c'est une culpabilité. Une responsabilité de l'échec qui fait que les parents se sentent en charge. Le mauvais parent fabrique des enfants mal léchés, si on peut dire, qui vont poser des tas de problèmes. Ils seront neurétiques, tabagiques, toxicomanes, délinquants, déviants, retardés scolaires et que sais-je encore. Et la difficulté de cette espèce d'emballement, c'est qu'on le fait toujours à l'échelle des individus, c'est-à-dire l'échelle du parent et de l'enfant. C'est à cette échelle-là que la sanction tombe, si j'ose dire, sur la réussite ou l'échec. Parce que ce sont des questions collectives, ce sont des questions politiques. Ce ne sont pas juste, au fond, des questions d'un parent qui se demande s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Je pense que ce sentiment d'être responsable de ce qui va arriver n'a cessé de croître. Ça y est, petit à petit, les choses s'éclairent dans ma tête. Derrière la parentalité intensive, qui nous met sur les rotules, il y a cette idée de déterminisme parental. Ça non plus, j'y avais jamais réfléchi. Mais au fond, pourquoi je me mets la pression sur les perturbateurs endocriniens cachés dans le shampoing qui pique pas les yeux, cette putain d'écharpe de portage qu'on met 2 heures à harnacher, les séances chez la psychomotricienne à l'autre bout de la ville, et même les 3 histoires à lire avant de dire bonne nuit. Déjà, parce que tout le monde fait pareil autour de moi, mais la justification implicite derrière, c'est que c'est censé être décisif pour la réussite future de ma progéniture. Alors que c'est une idée fausse, enfin, en tout cas complètement simpliste. Il y a des milliards d'autres paramètres qui vont peser tout aussi lourd. Franchement, je me demande comment on s'est laissé fourguer cette notion de déterminisme parental. Surtout par les temps qui courent en plus. Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie en temps de crise. Plus on est dans un contexte d'insécurité, de préoccupation, d'effondrement, de crise ou de sensation de changement de monde, etc., et plus ressurgit cette préoccupation.
tant qu'on était justement dans cette génération des 30 glorieuses, dans un système, on pourrait dire, ascendant. On parlait évidemment de 3 points de croissance stables comme ça, année après année, un chômage tout à fait résiduel, et on avait une très grosse chance d'avoir de l'ascension sociale. Et je pense que dans la parentalité intensive d'aujourd'hui, avec la crise qui a commencé maintenant il y a quand même très longtemps, on ne cesse de dire que c'était une crise, mais on est dans une espèce de nouveau cycle perpétuel. On a la responsabilité d'enfants et on n'est vraiment plus du tout dans la condition où on peut garantir qu'ils auront une vie plus douce ou des formes de réussite sociale et économique meilleures que celles de la génération précédente. Alors ça met de l'emphase, ça met de l'attente, ça met de la crainte, qui est une partie de la parentalité intensive. Elle est complètement environnée d'un monde qui est dangereux, hostile. On est d'accord que là, ça ressemble quand même un peu à une arnaque. Le monde part en live, et nous, les parents, on se retrouve en première ligne. Tenus pour responsables si jamais nos enfants n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu dans la jungle. Pourquoi on ne dit rien ? Pourquoi on continue comme ça ? À quel moment on dit stop ? Stop à nos choix, en fait, à nos modes de vie, à dire on est allé trop loin. Et c'est pas facile de trouver le moment où on dit que c'est plus juste pour nous. On accepte peut-être des choses que si on y réfléchit un peu posément et qu'on relève la tête du guidon, en fait on se dirait non, en fait on n'a pas envie de ça. On a des enfants, mais en fait l'essentiel de la journée on bosse, le soir on se retrouve, on a 2 heures grand max avant d'aller les coucher. Nous-mêmes on est crevés et donc finalement on profite pas vraiment. Et puis le lendemain matin, en fait, entre le moment où notre enfant il ouvre les yeux et le moment où en fait il est dans la voiture ou dans le métro pour les déposer à la crèche ou chez la nounou, mais en fait il s'est passé un temps court et en plus un temps très rythmé avec peu de possibilités vraiment de profiter, de construire la relation. Et l'énergie qu'il faut pour sortir de ça, ça nous paraît presque insurmontable. J'ai rencontré Samuel en zonant un soir sur Internet. Je cherchais des forums de parentalité alternative et je suis tombée sur son site. Ce qui passe pas, c'est le fait de se réveiller le samedi matin en se disant mais en fait ça fait 5 jours que j'étais dans le tunnel et que j'ai pas vu mes enfants quoi. Et que même ce week-end en fait il va y avoir plein de choses à faire pour la vie de la maison, et que finalement si je regarde vraiment ce que j'ai comme temps de qualité aujourd'hui, j'en ai pas. Et c'est pas possible en fait, j'ai pas fait des enfants pour ne pas avoir de moments vraiment de qualité avec eux. Ça pouvait être un peu tout le temps la course, mais le week-end en fait c'est plus dur encore parce que c'est typiquement le moment où on a du temps, où on est censé être disponible, en forme, pour pouvoir vivre des choses chouettes, les avoir même un peu programmées à l'avance par exemple, de se dire qu'est-ce qu'on va faire le week-end prochain. Quand on arrive le vendredi soir en se disant on n'a rien prévu pour ce week-end parce qu'en fait juste on n'a pas eu le temps de s'organiser. En plus de ça, en fait, on va pas vraiment pouvoir bouger parce que le petit fait ses dents ou il y a telle contrainte qui fait qu'on voilà. Et puis en plus, on sait très bien que si on n'a pas pris le temps de cuisiner, préparer des petits pots en avance, préparer des choses, etc. En fait, on va se retrouver dimanche soir avec déjà un déficit d'organisation pour la semaine, quoi. Donc c'est le dimanche soir, c'est un peu le moment de vérité, quoi. Quand on est jeune parent, on a aussi plein de gens de notre entourage qui nous disent « Ah mais vous allez voir, ça passe hyper vite, vous n'allez pas voir le temps passer ». Et donc ça rajoute presque un peu une pression supplémentaire de se dire « Mais non, mais c'est pas ça en fait que je veux vivre. Moi, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'avoir pris 10 ans de plus, que mes enfants ils aient 10 ans et que finalement j'étais pas là, quoi, que j'étais à côté, que je suis passé à côté de ce moment tellement important pour eux et puis aussi pour moi, dans mon choix d'être parent ». Avant, Samuel habitait à Lille, en centre-ville, avec sa femme, Jessica. Ils travaillaient tous les deux et ils ont eu là-bas leurs 2 premiers enfants. Mais ils n'ont pas attendu de faire un burn-out, eux, pour réagir. À un moment, ils en ont eu tellement marre qu'ils ont aménagé un camion, ils ont mis leurs 2 petits dedans et ils sont partis sur les routes à la recherche d'un coin qui leur plaise. Ça a duré 8 mois et ils ont fini par trouver un terrain dans la Drôme.
On construit depuis 2015 un projet d'habitat participatif. Donc c'est vraiment assez simple, rudimentaire. On a acheté à plusieurs familles une bâtisse qu'on est en train de rénover. Et le but du jeu, c'est de pouvoir partager ce lieu à plusieurs familles. C'est plus proche d'un voisinage amélioré entre voisins qui se choisissent et qui co-construisent leurs relations de voisinage, on va dire, que de la vie communautaire. On a une vie, on va dire, qui est organisée autour du fait de pouvoir vraiment prendre du temps avec nos enfants. Ce qui fait que finalement les enfants grandissent dans une... Bon, à la fois il y a notre cellule familiale qui est quand même toujours présente, mais dans une communauté, on va dire, un peu élargie. Ils ont l'habitude d'avoir d'autres adultes que simplement leurs parents comme référents adultes, et donc ça leur permet aussi de voir qu'il y a d'autres fonctionnements, qu'il y a d'autres règles, ce qui n'empêche pas que nous on puisse avoir nos règles à nous et qu'ils les connaissent bien. Voilà, et puis d'une manière générale, c'est un lieu, au-delà du côté habité à plusieurs familles, c'est un lieu qui est aussi ouvert, où il y a beaucoup de passages, en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Pour nous, c'est vraiment aussi important qu'il y ait cette rencontre-là pour nos enfants. Et puis finalement, ça se fait de façon très naturelle pour eux, c'est-à-dire que comme ils ont le souvenir, pour les plus grands, d'avoir vécu autrement, mais finalement pour eux, voilà, c'est presque étonnant de voir, de découvrir qu'il y a des gens qui puissent ne pas vivre dans des lieux avec autant de brassage, autant d'ouverture et autant de partage. Ouais, alors je vais faire une micro-parenthèse, je vais déplacer la puce qui a chopé les billes, parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup trop de bruit et je reviens. Viens Doudou, on va aller faire des billes mais un peu plus loin. Viens. Ouais, c'est les billes, viens. Viens, passe par là, passe par ici, viens, passe par ici. Très concrètement, déjà, la première chose, c'est le fait d'avoir des relais, d'avoir des soutiens dans les moments où on en a besoin. C'est le cas de beaucoup de familles, mais nous, on est dans le cas où on ne vit pas dans la région où vivent nos parents. Donc, on n'a pas de grands-parents à proximité. En fait, il faut s'organiser différemment. Donc, c'est une manière très concrète de répondre à cette problématique d'avoir du relais quand on en a besoin. Quand on a... un enfant malade, quand on a besoin de pouvoir aller chez le médecin avec l'un et pouvoir avoir quelqu'un garder les autres, pour pouvoir avoir une vie sociale, pouvoir sortir en fait tout simplement, donc on peut se relayer quand il y a des besoins, quoi. Donc voilà, ça peut prendre des formes qui sont très variées, qui sont très différentes. Est-ce que tu me prêtes ta voiture parce que la mienne elle est pas disponible, ou voilà, enfin c'est plein de choses comme ça en fait. Donc moi je travaille à temps partiel. L'essentiel du temps, en fait, on s'organise pour qu'il y ait toujours un de nous qui soit avec les enfants. Donc Jessica est aussi à temps partiel. Elle a les enfants le mercredi. Enfin voilà, tous les parents en fait travaillent à temps partiel. Ils ont les enfants. Là c'est surtout les papas en fait. On est organisé entre papas. Donc moi j'ai Yael avec sa copine le mardi et le jeudi, et puis donc elle va là-bas le lundi et le vendredi. Donc c'est vraiment un choix de pouvoir avoir du temps avec elle, le plus possible la voir grandir, quoi, le plus possible, pouvoir lui proposer aussi des choses, des activités. Pour les enfants, ce que ça change, c'est le fait d'être confronté, d'être baigné finalement quotidiennement dans des nouvelles, de la construction de nouvelles relations, dans des échanges, dans l'ouverture, dans des nouveaux centres d'intérêt, des personnes qui vont amener des choses différentes. Donc par exemple, je sais pas, mon fils Elouane qui se passionne pour les jeux vidéo, du coup il trouve ça super. Alors qu'il a ses parents qui sont pas plus que ça branchés jeux vidéo, qui est un adulte dans notre petit éco-habitat, qui lui a un gros passé de passionné de jeux vidéo, et avec qui il va pouvoir partager cette passion-là. Il y a un autre avec qui, par exemple, il va à la pêche, alors que moi je suis pas pêcheur et mon épouse non plus. Le jour où Samuel m'a raconté tout ça au téléphone, c'était les vacances scolaires. Et j'ai pensé à mes filles qui étaient au centre aéré depuis 8h30 le matin. Elles devaient être en train de jouer à chat perché dans une cour en bitume, et je vous dis pas comme j'étais déprimée.
Qu'est-ce que je foutais à Issy-les-Moulineaux, dans un bureau éclairé au néon, alors que je pourrais être dans la Drôme, marcher dans la forêt, pieds nus, pendant que Samuel me garderait les filles, si ça se trouve. Pour moi, c'est très fort le fait de me dire le matin, en fait, mes enfants qui partent parce qu'il fait beau et que, en fait, ils sont en liberté et puis je les revois pas avant midi et ils reviennent parce qu'en fait, ils ont faim. Et voilà, ça, Enfin, j'imagine que ça fait partie un peu de l'image d'Épinal, mais de réussir à construire ça et de vivre ça, en fait, c'est juste fabuleux, quoi. Enfin, moi, ça correspond vraiment à ce que j'avais envie de construire et qui est tellement loin de ce geste de les retenir quand on ouvre la porte, quand on vivait en ville et qu'il faut faire attention aux voitures. C'est un contraste qui est saisissant et c'est une image, du coup, qui est porteuse, quoi. Là, cette dernière image, ça m'a achevée. J'ai envoyé un texto pour décommander la baby-sitter et j'ai tout laissé en plan pour aller chercher les filles moi-même au centre aéré à 17h, quitte à bâcler un peu la fin de cet épisode. C'est là? Bah oui, tu te souviens? Alors non, il n'y a personne. Qui c'est qui peut me Alors, tenez-moi ça. Tiens-moi les parapluies, s'il te plaît. J'avais envie de passer du temps avec elle, discuter, tout ça. On peut goûter après. Parce qu'un autre paradoxe de la parentalité intensive, je trouve, c'est l'impression de passer énormément de temps à gérer les enfants et à la fois de jamais être vraiment avec eux. Parfois même de leur passer complètement à côté. Il est passé 4 heures. C'est 4 heures, ouais. Vous voulez goûter? Ouais. Bon, alors, attendez. Les parapluies... J'ai retrouvé des vieux enregistrements quand vous étiez petite. Et je m'aperçois que je faisais pas toujours les choses très bien. Tu t'en souviens? Moi, je pense que je me rendais peut-être un peu petite pour m'en rendre compte que c'était un peu fatigant pour toi. Et moi, je me souviens que pendant les crises, tu sais, quand j'avais peur que tu réveilles tous les voisins la nuit et tout, moi, ça me mettait en panique. Et en fait, je te demandais de t'arrêter et c'était encore pire. Mais ça, je m'en veux un peu de pas avoir compris ça, parce que du coup, ça menait à la surenchère et moi, je te vois galérer et ça me... Au bout d'un moment, je vois que tu es énervé et que tu vois qu'on n'a pas peur de toi. Et tu te dis que je devrais faire quoi? Être peut-être un peu plus sévère. C'est pas si compliqué, en fait. Est-ce que je peux te demander une bonne maman pour toi, c'est quoi? Un bon parent? Il doit pas être violent. Ouais. Il doit pas laisser faire l'enfant tout ce qu'il veut. Qui cherche à régler les problèmes aussi de son enfant. Et tu penses que c'est facile? Non, c'est pas facile de supporter tout ça. Mais comme des fois les parents, ils se plaignent de leurs enfants alors que c'est eux qui ont décidé de les fabriquer. Je me suis toujours posé cette question. Parce que t'as l'impression... Parce qu'ils nous punissent, ils nous mettent au coin, on n'a rien. On a fait peut-être des choses, mais c'est eux qui ont décidé de nous faire. Hein. On n'a rien, on aurait peut-être préféré être un ovule ou un spermatozoïde. Hein. J'aimerais savoir aussi. Donc la contraception et notamment l'IVG, donc qui arrive dans les années 70, ça a notamment permis aux femmes et aux couples de choisir d'avoir des enfants. Donc forcément, ça a changé le rapport à la parentalité puisque les enfants mis au monde sont censés être désirés et donc forcément ça accroît les responsabilités parentales. Celle qui rebondit là sur la remarque de ma fille cadette, c'est la sociologue Charlotte Debest. En 2014, elle a réalisé une enquête passionnante sur des gens qui décident de ne pas faire comme tout le monde. Les sans enfants volontaires. Déjà, la première chose qui renvoie, en effet, c'est que c'est pas une évidence que d'avoir des enfants. Et donc ça, déjà, ça bouscule les représentations où précisément le désir d'enfant est ramené à une évidence. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur une évidence, normalement. C'est évident que tout le monde veut des enfants. Non, ça se questionne aussi.
Ce qui renvoie aussi, après, c'est justement peut-être tout ce modèle parental d'exigence et de responsabilité. On est aussi dans une société actuellement où c'est plutôt valorisé d'être mobile dans sa profession, de changer éventuellement de travail pour tout un tas de raisons, ou de société, ou d'entreprise. Le statut de parent et le fait de faire un enfant, c'est un lien inaliénable. À partir du moment où on devient parent, on l'est pour toute la vie. On peut plus dire, il n'y a pas de magasin des enfants, hein, on les renvoie. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que dans la société qui évolue, capitaliste, libérale, où la mobilité est encouragée, sur tous les plans, l'enfant reste quelque chose sur lequel on peut pas tergiverser en fait. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui met en évidence précisément les personnes volontairement sans enfants. Et c'est aussi une réflexion qui est très dans pour le coup, les valeurs actuelles de la société sur cette notion d'être maître de sa propre vie, maîtresse de sa propre vie, entrepreneur de sa vie. Et c'est évident que si on veut être des bons parents, cette injonction-là à décider et à être disponible pour tout un tas d'opportunités qui peuvent arriver dans la vie, c'est plus vraiment possible. Ou en tout cas, c'est un petit peu plus compliqué. La tâche, pour être de bons parents, vu les normes actuelles, leur paraît beaucoup trop grande. On est aussi dans une société, en fait, où quand on est au travail, on est censé être que au travail, et quand on est avec ses enfants, on est censé être que avec ses enfants. Et en fait, très clairement, ça marche pas comme ça. Donc, mais on fait comme si ça marchait comme ça. Donc ça peut être perturbant aussi et culpabilisant. De pas avoir l'impression de s'en sortir, de pas avoir l'impression d'être écouté et d'avoir l'impression éventuellement d'être seul. Et donc, alors même que précisément, en fait, la plupart des parents vivent ça. Ils sont pas que des parents, ils sont pas que des professionnels. On pourrait imaginer que dans un État tel que la France familialiste et nataliste, ça soit une évidence qu'il y ait des crèches parentales sur les lieux professionnels. Voilà, ce qui n'est pas du tout acquis, quoi. C'est voir ça paraît un peu saugrenu, ou voir précisément on renvoie aux parents, non, vous l'avez choisi, vous vous organisez comme vous pouvez. Et comme tout le monde passe par là, paradoxalement, il y a aussi cette idée, oui, mais tout le monde vit ces difficultés-là. Oui, à la fois on n'en parle pas, et à la fois c'est c'est ça d'être parent. Donc c'est un peu, c'est une espèce d'injonction comme ça contradictoire, où à la fois ok, c'est fatigant d'être parent, mais en même temps vous avez choisi d'être parent. Voilà, je vous avais prévenu que ça résoudrait pas tous les malentendus. Et d'une certaine manière, moi, en écoutant Charlotte de Best sur le non-désir d'enfant, à la fin, j'avais encore plus de questions qu'au début. Alors j'en ai gardé un peu pour le prochain épisode. Après la parentalité intensive, on parlera de ce genre de choses. Comment faire pour que les enfants s'épanouissent ? Pour qu'ils soient heureux de vivre, sociables, entreprenants ? Un jour, j'ai tiré un fil et j'ai découvert les dernières recherches sur le cerveau émotionnel de l'enfant. Ça s'appelle l'éducation positive, mais on dit aussi bienveillante. Viens ici, regarde-moi. Je ne veux pas que tu fasses ça le matin, que tu montes sur le muret. Je te l'ai dit combien de fois ? Positive, bienveillante. Bonjour. C'est complètement pour moi. À suivre sur arteradio.com. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.